Bien, je passe la parole à Jérémy Decoq et Melchior Courtois et on remercie encore Cyberzen pour la revue d'actualité et des vulnérabilités du mois. C'est à vous. Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue du coup pour cette première revue d'actualité de cette année 2026. Donc avant tout, forcément, on vous souhaite nos meilleurs vœux. Donc pour cette année, en espérant que cette année soit meilleure que l'année précédente. Vous l'avez sûrement entendu, donc la France est le pays européen le plus touché par les fuites de données en 2025. Donc il faut se dire que ça peut être que mieux. Donc, on commence avec un petit rappel du support Windows, donc toujours en couleur et à jour, parce que du coup, j'ai rajouté Windows 11 24H2 et 25H2. Il était temps, donc a priori, on a encore Oui, un peu de temps devant nous. La 24H2 qui arrive en fin de support donc pour la version Home et Pro euh, fin 2026, donc vous avez encore un peu de temps. je faut couper le micro déjà. Pour Windows Server, donc là, pareil, on a rajouté du coup Windows Server 2025. Donc pareil, toujours devant nous un peu de temps. La prochaine version qui arrive en fin de support, c'est Windows Server 2022. Donc un petit point sur les failles donc notables qui sont apparues du coup au cours du mois de décembre. Et on commence comme d'habitude avec le patch Tuesday du coup de décembre de Microsoft. 57 vulnérabilités patchées, dont 3 vulnérabilités de type 0D. Donc la première, c'est une élévation de privilèges donc dans le module, donc dans le pilote Cloud File Mini Filter, qui est présent nativement sur les Windows et qui permet de supporter le Cloud Files pour l'intégration des stockages euh, donc euh, par, euh, par API Windows. Et donc ici, on a une type use after free, une invitée mémoire qui permet du coup de réutiliser un pointeur vers une zone mémoire libérée. Une vulnérabilité qui est actuellement assez exploitée par les attaquants, qui affecte a priori au niveau des workstations Windows 10 et 11 et Windows Server 2022 et 2025. Ensuite, on a une exécution de code, donc précisément en local, donc ce qui réduit un peu la criticité de la vulnérabilité sur GitHub Copilot. Donc, je le précise, on parle uniquement de l'extension pour l'IDE JetBrains. Et donc, si vous voulez un peu des scénarios d'exemple, donc pour visualiser comment pourrait se passer l'exploitation et la compromission, euh, on partirait du coup de commandes qui viendraient du coup d'un serveur MCP donc, qui permettent à vos agents d'aller récupérer du coup des sources de données externes, donc soit par ces sources ou du coup directement par des fichiers untrusted et évidemment potentiellement malveillants. Et la dernière 0D, donc on a une remote code execution, donc spécifiquement dans le CNDLET invoke web request dans PowerShell. Et donc là, pour ce scénario, on utiliserait du coup invoke web request pour aller récupérer le contenu d'une page web qui malheureusement contiendrait du script PowerShell malveillant. Et donc en récupérant, vous allez automatiquement exécuter toutes les commandes PowerShell qui se retrouvent du coup dans le contenu de la page web que vous allez scraper. Euh, il y a pour la correction un nouveau paramètre qui a été ajouté pour SendDelete, donc Use Basic Parsing, qui du coup permet de récupérer le contenu sans exécuter le code récupéré à l'intérieur. Et en plus, vous avez un avertissement donc, qui vous prévient lorsque vous exécutez SendDelete sans ce paramètre. Et donc, juste en précision, dans les 57 vulnérabilités, on ne parle pas des vulnérabilités liées à Microsoft Edge. Donc, pour ça, je vous encourage à aller directement voir le bulletin de Microsoft. Donc, voilà pour le Patch Tuesday. Donc, ensuite, donc, dans les autres failles, et typiquement, précisément dans l'applicative Notepad++, donc une faille importante qui a été remontée, plus précisément dans sa version
8.8.8, si je me trompe pas. Donc, je n'ai pas mis la CVE parce qu'actuellement, il n'y a pas de CVE attribué. Donc, il faut savoir que tout type de quelques signalements qui ont été faits par rapport au comportement de WinJob, qui est du coup le module, enfin l'updater, du coup, notamment de Notepad++, qui permet d'aller télécharger et du coup installer les packages directement de mise à jour. Et donc, il faut savoir que donc, dans les comportements qui ont été identifiés, on a le fait, du coup, que la mage de Notepad++ allait se télécharger directement, enfin télécharger à la place auto-updater dans le dossier temp, et qu'en plus, il effectuait donc une reconnaissance sur le système. Donc, je vous ai mis quelques extraits de ce qu'il exécutait sur votre machine. Donc notamment un netstat, un système info, tasklist et OAMI. Donc déjà pour savoir, avoir des informations sur l'utilisateur actuel, sur les processus, des infos sur le système et la liste des connexions réseau en place. Et donc tout ça était placé dans un fichier a.txt qui est ensuite envoyé vers le domaine temp.sh, ce qui pue. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est beaucoup utilisé justement pour le transfert de données entre malware et C2. Euh, donc, si vous trouvez ce type d'IOC, globalement, c'est que vous avez besoin de réaliser une enquête un petit peu plus approfondie sur ce sujet. Et donc, il y a eu des questions qui se sont posées. Est-ce que tout vient d'un malvertising, donc la récupération initiale d'un Notepad++ malveillant, et du coup, forcément, ce qui s'enchaînait sur des mises à jour, elles, également malveillantes. Pour l'instant, l'enquête est en cours et on n'a pas forcément plus d'informations sur le sujet. Ce qu'on sait du coup pour le système de mise à jour, c'est que le logiciel, donc sa version légitime évidemment, va interroger une URL qui permet de savoir justement si une nouvelle version de Notepad++ existe. Et donc c'est un XML qui est retourné en réponse. Et donc dans ce qui a été fait donc dans la version 8.8.9 de l'outil, c'est que maintenant il y a un mécanisme de mise à jour qui permet du coup via signature numérique de savoir si l'exécutable récupéré est légitime ou pas. C'est pas trop tôt, c'est dommage d'attendre autant de temps pour mettre en place une fonctionnalité qui est aussi importante. Alors, NPM et sa bibliothèque JS-PDF, donc certains utilisent peut-être, donc pas mal d'applications qui sont basées sur Node.js en fait sont susceptibles d'utiliser la bibliothèque JS-PDF, notamment pour la génération de PDF à l'aide de JavaScript. Et en fait, il était possible justement de manipuler la fonction de génération du PDF, qui pouvait ensuite entraîner une fuite de données. Et globalement, le problème, la manipulation se faisait au niveau du premier argument qui transmet aux différentes méthodes. Donc, c'était loadFile, addImage, HTML et addFont. Donc là, vous avez un petit exemple sur l'image que vous pouvez voir, où du coup, il a généré un PDF qui contient les informations du fichier secret.txt. Après, du coup, s'il y a possibilité de changer le chemin d'accès qui était au fichier en mettant quelque chose qui était codé en dur ou en mettant des sources fiables, évidemment, le risque est très réduit. Le patch est disponible dans la version 4.0.0. Donc, extraction des données sur les bases de données MongoDB qui était possible de faire. Donc, un pirate pouvait envoyer un message qui était mal formé, en gros prétendant avoir une taille qui est plus importante, en fait, globalement, quand on le décompressait. Et comme il est une taille plus importante, enfin, comme il était identifié comme ayant une taille plus importante, le serveur va du coup allouer une mémoire qui va être plus grosse, et en renvoyant du coup potentiellement au client des données qui étaient présentes dans sa mémoire vive. Et donc ça se situe au niveau du problème avec la gestion des bibliothèques Zlib. Et du coup, on pouvait se retrouver avec de l'exposition de tokens, des informations personnelles, des configs internes ou de la clé d'API. Surtout que le problème en plus, c'était que, en fait, avant de faire la décompression se faisait, pardon, avant l'authentification. Donc, c'était totalement réalisable sans authentification. On a identifié qu'il y avait plus de 85 000 instances qui étaient vulnérables sur Internet. Donc, je vous ai mis les pages disponibles pour les différentes branches. 4 failles ont été corrigées sur Vim. Donc, ça concerne la solution Vim Backup et Replication.
Donc, c'est 3 RCE et une écriture de fichier en route. Normalement, ils ont estimé que la vulnérabilité était très élevée parce qu'on est quand même sur 3 RCE, une écriture en route. Mais comme il y a quand même besoin d'avoir au minimum le rôle d'opérateur, si ce n'est encore plus élevé, pour pouvoir réaliser les failles, certains disent qu'il devrait être noté plus faible. Mais ça concerne uniquement les versions de Vim 13, bon, toutes les versions de Vim en 13. Mais donc, ceux qui sont restés sur la version 12 ne sont pas concernés. Donc, ceux qui sont sur la version 13 doivent au moins passer sur la version 13.0.1.1071. Et donc, une 0D aussi sur Rasman. Donc, Rasman qui est le composant Remote Access Connection Manager de Windows. Et c'est une vulnérabilité, c'est une 0D, qui permet de faire cracher le service de Windows, donc sans avoir besoin d'authentification. Alors en soi, elle toute seule, elle n'est pas critique, mais elle devient totalement critique avec la CVE 2025-59-230, qui est une privesse si le service THS. Donc en gros, on a une délégation de privilèges qui est faisable, mais uniquement enfin, pour pouvoir réussir cette délégation de privilèges, le service Fastman doit être arrêté, sauf que c'est un service qui est exécuté par défaut sur Windows. Et là, du coup, en le faisant cracher, on peut totalement l'exécuter. Donc cette vulnérabilité, par contre, a été patchée en octobre 2025. Actuellement, il y a un mini patch qui est sorti, qui était disponible par l'équipe d'Across Security qui ont découvert cette 0D, et on est toujours en attente du correctif de Microsoft par rapport à ça. Donc voilà un peu pour le point sur les vulnérabilités les plus critiques sorties. Surtout si on en a oublié, n'hésitez pas à nous en faire part à la fin. Mais donc là, on fait un petit point sur les gros événements qui ont eu lieu au cours du mois dernier. Donc on commence tout de suite par le piratage donc, du ministère de l'Intérieur. Donc juste pour un peu vous faire une petite timeline, on a eu une revendication sur Bridge Forums, donc d'une intrusion sur le système du ministère de l'Intérieur, donc effectuée donc, le 13 décembre, sachant qu'il y a une intrusion qui avait été détectée en interne quelques jours auparavant. Donc si je ne me trompe pas, dans la nuit du 11 au 12. Et donc, selon justement les services du ministère de l'Intérieur, c'était limité uniquement aux services de messagerie. Donc, ce qui avait été indiqué donc, sur Bridge Forum, c'est qu'il y avait eu un accès à des informations sensibles donc, de plus de 16 millions de personnes. Et donc, quand j'évoque des informations sensibles, je parle notamment d'antécédents juridiques et puis également d'informations sur des personnes recherchées. Et il y a eu également du coup des accès revendiqués donc au système donc de la Direction générale des finances publiques et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc ça c'était le premier point. Ensuite le 17 décembre donc il y a eu une prise de parole donc du ministre de l'Intérieur donc Laurent Nunez, euh, donc une prise de parole publique. Euh, où du coup, ça a été confirmé qu'il y a eu des accès identifiés à des fichiers et donc que ces accès ont été possibles grâce à des mots de passe qui avaient transité en clair dans différents échanges de mails. Donc, ce qui est évidemment, vous le savez, un gros point, un gros mauvais point sur l'hygiène informatique, sur l'état de l'hygiène informatique. Euh, mais il y a eu également du coup confirmation directement que c'était pas un accès à plusieurs millions de données, mais plutôt à plusieurs dizaines de données, donc ce qui réduit drastiquement le périmètre et la fuite de données, ce qui reste quand même important. Et donc, pareil, donc le 17 décembre, en parallèle, il y a eu une interpellation du coup d'un suspect en France, euh, à Limoges, précisément, donc de Melvin L, donc 22 ans, qui était connu pour des faits similaires, en plus des faits qui se sont déroulés en début 2025, donc pour rien, pour rien faciliter, enfin pour pas faciliter son cas. Et donc il a été mis en examen pour accès frauduleux donc dans un système de traitement automatisé de données, en plus forcément à caractère personnel et qui est en plus géré par l'État. Euh, donc, je vous reporte au 323-1 du Code pénal. Et donc, il va passer, je pense, un sale quart d'heure, si ce n'est plus longtemps.
Alors, les hôtels dans le désert, il y a une campagne de phishing actuellement qui cible les hôtels. Donc, comment ça fonctionne? En fait, la campagne de phishing usurpe l'identité de Booking.com en prétextant une annulation de réservation. Donc, les hôtels ils reçoivent le mail qui contient un lien vers un captcha qui faisait apparaître un faux BSOD. Et du coup, dedans, il y avait des commandes PowerShell exécutées. Et en disant, bon, bah, du coup, en rassurant l'utilisateur, ou plutôt en jouant sur la frustration de l'utilisateur, en disant, bon, bah, tu peux le faire toi-même, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre ou d'un outil qui s'occupe de faire ça. Sauf qu'en fait, ces commandes, au lieu de juste enlever le BSED, elles téléchargeaient un projet MS Build qui était ensuite exécuté par l'outil de Microsoft. Et ce projet, en fait, il mettait en place des exclusions sur Defender, il activait une persistance et il téléchargeait des CRAT. Donc lui, ce dernier, il permettait d'exécuter des commandes, de déployer des modules, notamment des mineurs de crypto et Keylogger. Et derrière, ce qui se passait, c'est que si l'utilisateur n'avait pas les permissions suffisantes pour pouvoir effectuer une compromission, il passait en mode attaque psychologique avec du spam régulièrement pour lui demander de mettre en place ses autorisations. Juste pour petite précision, BSOD, c'est Blue Screen of Death. Côté KMS Auto, donc piratage a été arrêté. Donc, pour rappel, KMS Auto, qui était un logiciel pirate pour Windows et Office. Donc, sauf que il a été utilisé pendant longtemps entre guillemets, en toute légitimité, mais c'est déjà un logiciel illégal, mais sans problème. Sauf que dernièrement, il y a une version modifiée qui a été mise à disposition avec un malware dessus. Ce qui se passait, c'était que globalement, une fois installé sur la machine de la victime, par l'intermédiaire du logiciel, le malware, il surveillait le contenu du presse-papier de Windows et il attendait de voir apparaître une chaîne de caractères qui pouvait correspondre à une adresse de portefeuille de crypto-monnaie. Et à ce moment-là, il remplaçait l'adresse détectée par l'adresse de l'attaquant et l'utilisateur de son côté, pardon. Et l'utilisateur de son côté, il pensait du coup qu'il avait mis la bonne adresse, alors qu'en réalité, c'était transféré à l'adresse de l'attaquant. Il y a eu 1,2 million qui ont été détournés avec plus de 3000 victimes. Et le pirate a été arrêté par Interpol et l'extradition a été faite vers la Corée du Sud avec évidemment saisi les équipements. Côté des pannes, du coup, certains ont peut-être détecté la panne de Teams le 19 décembre. Donc, il y a une panne de 1 heure qui a été détectée, qui a eu lieu sur tout le territoire de l'Union européenne et des États-Unis. C'était sur l'ensemble des solutions Teams, que ce soit Windows et mobile, mais on n'a pas plus d'informations que le temps d'indisponibilité de Teams, pour l'instant encore. Côté fuite de données, on a une fuite de données chez NordVPN. Alors, il y a une mise en ligne d'un extrait d'une base de données qui a été faite, qui contient des références d'une table API et des fichiers de config. Sauf que, en réalité, c'était récupéré sur un fichier d'un serveur de développement Salesforce qui était mal configuré. Et ces données, c'était des données fictives, donc c'était pas des données réelles. C'était des données qui dataient de 6 mois et qui avaient été mis en place pour justement, euh, c'était pour un projet pour pouvoir travailler justement avec NordVPN pour un fournisseur. Finalement, il n'y a pas eu de contrat avec le fournisseur, donc juste le serveur est resté à l'abandon avec les données dessus, et c'est ça qui a été récupéré. Donc, plus de peur que de mal. Côté Spotify, là, ça a fait mal. Récupération de plus de 300 Tera de données. Donc, l'intégralité de Spotify a été scrappée. L'objectif de ceux qui l'ont fait, c'est de créer la plus grande bibliothèque ouverte de l'histoire de l'humanité. Et les données sont maintenant accessibles via Torrent. Et en plus, toujours une fuite de données qui fait mal. Donc, plus de 340 gigas de données du prestataire Action dans la nature. Donc là, on parle de données qui sont potentiellement très, très sensibles. Ce sont des données d'architecture, de projet, de base client administrative, qui a raison des clients type EDF, Eiffage, Bouygues, Engie, Renault, l'armée de l'air, d'autres entités publiques, FFT. Donc, alors on n'a pas eu d'informations, mais sur ce qui nous a été montré, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a donc vous avez sûrement dû entendre parler d'une fuite de données donc liée à la CAF, donc ce qui est en réalité pas vrai parce que c'est plutôt une fuite de données qui touche au ministère des Sports. Donc pourquoi le lien avec la CAF? Parce que les données fuitées concernent le dispositif passeport, donc qui a été créé justement par
ministère des Sports, donc il y a une aide de 70 euros donc sur des réductions si vous lancez sur un abonnement pour des salles de sport spécifiques. Et donc, il y a justement des échanges avec la CAF pour savoir si les personnes sont éligibles ou pas à cette aide justement de l'État. Et donc, c'est pour ça que les attaquants ont fait un mauvais lien entre la CAF et le ministère des Sports. Bon, on parle de 3,5 millions donc de foyers concernés par la fuite. A priori, les données remontent jusqu'à décembre 2024, donc sont assez vieilles quand même. Mais on parle quand même de données allocataires, donc forcément tout ce qui concerne l'identité, adresse postale, adresse électronique, les numéros de téléphone. Et en plus, bon, si vous regardez, ils en profitent sur BF pour se moquer de nos cyber-influenceurs. Euh, donc là, c'est le dernier point aux fuites de données. Donc j'en ai un peu profité pour faire une sorte de constat un peu générique parce qu'il y a eu beaucoup de fuites de données donc sur ce mois de décembre, même beaucoup trop et uniquement pour la France. Donc un petit point donc sur les fuites de données qui ont eu lieu. Donc une liste non exhaustive, hein, vous l'aurez compris. Donc Casino de Paris, Philharmonie de Paris, donc la quasi-totalité de toutes les fédérations françaises de sport existantes donc de tennis, tennis de table, de canoë-kayak, d'échecs, euh, et j'en passe, de rugby. Ensuite, Easy Cash. On a ensuite deux écoles, donc l'école de management de Grenoble, il y a l'université de Lille, Petrip, Hello Work, Chronopost, Pornhub, Fitness Park, Autosure, la NTS, l'UNSS, et j'en passe, vous l'aurez compris. Donc, si vous voulez vous retrouver un peu sur ça, forcément, il y a des outils comme en ligne comme avec Binpon, donc pour savoir si justement vos données se retrouvent dans des fuites de données. Sinon, vous avez des outils comme bonjourlafuite.eu.org, qui est un peu un site de veille que vous pouvez utiliser pour justement savoir parmi les fuites de données signalées, si du coup, a priori, vous êtes potentiellement concerné par cette dite fuite, parce que du coup, ça vous donne une estimation de quand datent les données, ce qu'on peut retrouver dedans. Euh, donc, je vous encourage à le mettre dans vos listes, dans votre liste d'URL préférée. Et ce qui est bon, assez drôle, mais c'est nerveux quand je dis ça, c'est que justement sur des sites type Bridge Forum, pour vous montrer à quel point la France est un peu le running gag en ce moment concernant le sujet de la fuite des données. Il y a même des threads qui sont créés. Donc là, il y a un index euh, non officiel de toutes les fuites de données concernant la France. Et donc, je vous laisse imaginer qu'il y a des milliers de vues sur ce thread, euh, et avec une liste assez conséquente de fuites. Et je vous ai même mis un petit commentaire. Euh, donc, parce que la France est un pays very leaky en ce moment, voici un index non officiel des bases de données concernant uniquement ce pays. Donc voilà pour les fuites de données. Donc, je vous ai mis une petite publication, donc une enquête qui a été faite par Le Monde, enfin présentée par Le Monde, donc quand les smartphones dévoilent des personnels sensibles à l'état de l'État. Donc en fait, pour cette enquête, ils ont utilisé un dataset commercial, donc sans surprise, qui provient d'un data broker, donc qui contiendrait pas loin de 16 millions d'identifiants publicitaires et d'1 milliard de points GPS pour tout ce qui est sujet de localisation. Donc a priori, les données datent d'octobre 2024 et donc le but c'était donc de voir ce que ça permettait de récupérer comme information. Et donc là, donc, ce que relève l'enquête, donc des données publicitaires géolocalisées permettent de retrouver l'identité, le domicile et les habitudes de personnel très sensible. Et donc notamment donc, dans personnel très sensible, tout ce qui touche du personnel donc, dans le renseignement, protection de haute personnalité, des unités d'élite, les bases nucléaires, défense, etc. Donc il faut savoir en fait que dans ces données, tout se rattache à un ID unique
donc ce qu'ils appellent un ID publicitaire, donc, qui est propre à un téléphone. Et donc avec ça, et donc forcément utilisé comme index pour l'entièreté du dataset et un minimum d'OSINT, on peut voir justement par rapport au trajet effectué le plus souvent, donc les trajets les plus redondants, quelques informations sur les personnes, où est-ce qu'elles travaillent, où est-ce qu'elles résident, etc., qu'il était possible donc tout simplement d'effectuer de l'espionnage assez conséquent, donc ce qui est un gros sujet et ce qui est justifié par le fait que même en novembre 2025 a publié un état de la menace informatique sur les équipements mobiles pour voir justement vous montrer tout ce que vous devriez faire et parce que la portée donc de ce type de, de cette industrie publicitaire peut avoir des grosses conséquences sur l'anonymat. Et c'est ce qui est démontré par l'enquête que je vous encourage à lire si ça vous intéresse. Et donc, juste quelques mots pour vous dire qu'est-ce que vous devriez faire euh, à votre échelle, même sur le point particulier. Donc déjà, c'est de vérifier toutes les permissions que vous octroyez à vos applications donc sur votre téléphone, désactiver la localisation quand vous pouvez, ou au moins l'activer uniquement lorsque l'application est ouverte. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, même depuis votre téléphone, même pour les plus novices d'entre vous, c'est de justement reset assez souvent votre ID publicitaire pour éviter de corréler plusieurs infos ou au moins rendre le travail pour l'acteur malveillant assez compliqué et lui faire perdre du temps, même si on se rapproche plus de l'obfuscation que de la réelle sécurité. Donc voilà un peu pour les événements. Donc un petit point. Et sur pour la JSSI, donc je le rappelle, qu'elle aura lieu le 10 mars donc à Paris. Donc le sujet, la supply chain, maillon faible de la cyber. Donc vous avez encore 2 jours pour soumettre donc vos candidatures donc pour effectuer du coup des conférences sur ce sujet. Donc là, vous avez une liste donc des sujets recherchés que vous pouvez retrouver sur le site de l'OCIR. Donc n'hésitez pas si vous pensez avoir un sujet pertinent pour l'ensemble des adhérents. Et donc pour le petit troll, donc, si vous êtes intéressé pour assister au FIC 2026, pensez là très rapidement à acheter vos billets pour profiter de l'early bird qui est maintenant du coup à 60 euros, sachant que si vous achetez vos tickets, vos billets sur site, les billets sont à 108 euros. Donc, faites vite si vous êtes intéressé. Voilà, donc un petit point divers et troll. Alors, fin d'activation de Windows par téléphone, et il manque un petit espace. Donc en fait, Windows a mis en ligne son serveur vocal Redmond. Et pour la blague, toujours pas de mise à jour sur la page du support de Windows, indiquant que l'activation était du coup toujours possible. Et sauf que maintenant, quand on le fait, en fait, l'appel vocal renvoie vers un lien en ligne. Donc, il est obligatoire d'avoir un compte Microsoft aussi maintenant. Donc, tous les licences sont maintenant rattachées à un compte personnel ou à un compte spécifique. Ça pose pas mal de problèmes pour tout ce qui était les licences OEM, qui sont des licences propres plus à l'ordinateur, à l'équipement, plutôt qu'à un utilisateur dans cette version de Windows, et qui était très utilisée notamment sur Windows 7. Et en gros, on ne peut plus les activer directement maintenant depuis cette exploitation, puisque du coup, Microsoft a supprimé les serveurs. Et, euh, donc ça peut varier des potentiels incidents sur les équipements all-gen, comme je dis. Fake développeur chez Amazon, donc certains l'ont peut-être vu passer, c'est à la fois triste et drôle. Donc il y avait une détection d'une fausse personne plutôt qui était trouvée chez Amazon. Donc comment est-ce que c'est détecté? En fait, les équipes d'Amazon trouvaient qu'il y avait un petit délai de frappe chez la personne au niveau de son clavier, donc plus de 100 millisecondes de décalage contre 10 millisecondes normalement. Et donc elle était supposée être basée aux États-Unis alors qu'en réalité elle était en Corée du Nord.
Et suite à ça, on a découvert une ferme d'ordinateurs qui était destinée à l'espionnage, qui du coup simulait une présence locale, avec une femme qui était complice et qui gérait les lieux. Apparemment, c'est pas la première tentative, sauf que celle-là a fonctionné, mais il y a eu pas mal, déjà plus de 1800 tentatives d'infiltration par des agents nord-coréens qui ont été déjouées depuis avril 2024. Et c'est en fait une hausse de plus de 27% chaque trimestre. Alors, on vous a déjà présenté ce type de sujet dans, dans des présentations précédentes. Mm. C'est une grosse tendance. Et ensuite, du coup, le dernier point, donc la fin donc, de Microsoft Deployment Toolkit, donc la solution on-premise développée par Microsoft, donc qui est très aimée par les administrateurs de parc Windows, parce que c'est une solution qui vous permet assez facilement donc, de masteriser et ensuite de pouvoir déployer Windows euh, sur l'entièreté de votre parc informatique, donc évidemment à travers le réseau local. Donc il faut savoir que sa dernière version connue était la 8456, qui a été officiellement du coup supprimée du site de Microsoft. Donc vous avez toujours possibilité d'accéder à sa dernière version, donc enfin la version antérieure à la 8456, donc la 8450, donc qui est du coup toujours disponible sur leur site. Ou sinon, vous avez quand même des gens qui ont eu le temps de backuper la 8456 un petit peu partout. Donc là, je vous ai mis un exemple de repo donc qui, a priori, est légitime puisque enfin, il y a beaucoup de retours et d'échanges sur ce repo en particulier. Mais bon, rien ne vous empêche de faire une petite vérification vous aussi de votre côté. Euh, sans grande surprise, donc, du fait que MDT ne soit plus géré par Microsoft parce que ça faisait déjà pas mal de temps que l'outil ne recevait plus de mise à jour de fonctionnalité. Il supportait pas ARM et le travail pour le support sur ARM était abandonné. Le support devenait quasiment inexistant, même pour les dernières versions, parce que MDT gérait Windows 11, mais pour les remontées qu'il y a eu sur Windows 11, le support ne répondait quasiment pas. Et donc, ça démontre une tendance qui est l'abandon progressif donc, de l'imaging pour aller sur du modern management et donc passer, d'autres mots, sur des solutions full cloud, donc notamment pour Microsoft, sans surprise, Microsoft Intune et Autopilot, sachant qu'il reste quand même des alternatives, donc tout n'est pas perdu. Vous avez par exemple WAPT, donc, qui est géré par Tranquil IT, donc, qui sont assez forts pour recréer leur propre version donc, issue de logiciels d'origine Microsoft, mais à leur sauce, c'est selon moi beaucoup mieux. Deploy Air donc, de chez Tupint et Xwap donc de RIS AG, donc l'entreprise allemande. Donc voilà, vous avez toujours quelques alternatives et j'en ai sûrement oublié. Donc voilà, c'est tout pour une présentation qui était assez courte sur ce mois. Mais bon, on revient de période de fête. Et donc la prochaine réunion qui aura lieu le mardi 10 février 2026. Et donc encore une fois, vous avez toujours les slides et les replays qui sont disponibles soit sur YouTube, soit sur le site de l'OCIA. Merci. Merci beaucoup.